c'est ce que nous propose Michael Camille dans ce livre sur les gargouilles de Notre-Dame, Mathieu Davina, où on apprend des choses absolument passionnantes sur ce bestiaire de pierre. Alors en fait, plus qu'une spécialisation, c'est vrai que là, on disait, Erland Brandebourg le disait, il ne faut pas spécialiser. C'est un aspect spécifique de Notre-Dame, mais c'est une analyse vraiment très fine de la vision qu'on se faisait du Moyen-Âge au XIXe siècle. C'est-à-dire que Michael Camille, qui est un historien médiéviste américain, qui enseignait à l'Université de Chicago, qui est mort prématurément en 2002, explique qu'il était parti dans un article, il commençait à travailler un petit peu sur les gargouilles, puis il a commencé à faire une note qui a pris tellement d'ampleur qu'il a décidé d'en faire un livre. Et c'est vrai qu'il s'est intéressé à ces gargouilles, et même le terme de gargouille est problématique, parce que ce ne sont pas véritablement des gargouilles, ce sont normalement des gouttières, des évacuations d'eau. Or là, ce sont plus des chimères, véritablement. Viollet-le-Duc les appelle parfois monstres, et puis il les appelle pour la première fois chimères au cours de la Restauration. Et c'est vraiment un pan de toute l'histoire de la restauration de Notre-Dame qui s'est déroulée pendant près de 20 ans, qui a été confié à Lassus. On oublie souvent le confrère de Viollet-le-Duc qui est resté dans la mémoire, mais à Lassus et Viollet-le-Duc, et même Viollet-le-Duc était plus jeune. Et c'est vrai que c'est tout ce que la fantasmagorie que peut représenter ce bestiaire et tout ce que Viollet-le-Duc pouvait imaginer du Moyen-Âge. Alors, on est loin de la réalité historique, évidemment, puisque Viollet-le-Duc propose d'abord un premier projet qui est assez humble, en 1843, où il n'y a pas du tout toutes ces gargouilles ni rien, et puis c'est un peu cher. Alors, on lui demande de revoir sa copie devant le comité, puis il revient en 1845, où là, étonnamment, il y a beaucoup de gargouilles qui apparaissent. Alors pourquoi toutes ces gargouilles? Il faut savoir que l'époque est très marquée. On est dans le romantisme, le 19e siècle, c'est le siècle de l'histoire. On est dans la réaction à l'Ancien Régime, donc il faut se tourner vers le Moyen-Âge qui était bien plus intéressant. Et se pose la question avec ce projet où, la question qui est toujours actuelle avec le problème de restauration, c'est est-ce qu'on restaure tel que ou est-ce qu'on restitue? Et c'est vrai que Montalembert, le comte de Montalembert, qui appartenait à la commission, dit, comme ce sont des architectes, évidemment, ils vont agir en tel que, et ils vont faire du neuf. Donc, effectivement, on voit Viollet-le-Duc, Lassus, et plus Lassus au départ, ces personnages qui apparaissent des personnages grotesques, parce qu'on se dit, est-ce que c'était vraiment comme ça? Sur quoi se fonde vraiment Viollet-le-Duc? Il y a très peu de vestiges de ces gargouilles, de ces chimères. Tout ça a été repris au cours des siècles, c'est-à-dire que la cathédrale de Notre-Dame a été construite entre 1169 et 1250, et effectivement, il y avait ces gargouilles, on parle de ces gargouilles, mais elles sont progressivement tombées, elles se sont effritées, puis elles ont été remontées au XIVe siècle, au XVe siècle. Et puis il y a même celles qui sont tombées directement dans l'abside, dans lesquelles se sert Viollet-le-Duc pour faire cette restitution. Mais comment vraiment il s'inspire? Alors, il y a vraiment sa connaissance personnelle du Moyen-Âge, la connaissance qu'il en a. Il a aussi ses propres idées, il a les sciences modernes auxquelles il est très sensible, la paléontologie, quand il s'agit de faire des oiseaux un petit peu étonnants. Il est influencé par Daumier, les caricatures, etc. pour les types. Il y a des découvertes égyptiennes de Napoléon, donc on a les Horus, les choses comme ça. Et puis, surtout, il faut dire que Viollet-le-Duc est marqué également par le comte de Gobineau et son essai sur l'inégalité des races. Alors, ça permet de voir un petit peu son éventail, mais surtout le grand inspirateur de ces gargouilles, c'est bien évidemment la parution du livre de Victor Hugo, Notre-Dame, en 1831, puisque lorsqu'il s'agit de reprendre Notre-Dame, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en 1840, on a un daguerreotype de 1840, on voit la façade de Notre-Dame qui est totalement nue. Alors pourquoi elle est totalement nue? Parce que les gargouilles, les chimères, tout ça est tombé. Et surtout, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, on les a progressivement enlevées parce qu'elles se détérioraient et qu'on n'a pas les moyens de les restaurer. Et pour des questions morales et d'éthique. Autant au Moyen-Âge, on pouvait voir des personnages grotesques qu'il ne fallait surtout pas imiter, qui étaient là pour dire voilà ce qu'est le mal, oui, etc. c'est une histoire du monstre, en fait. Et au XVIIIe siècle, on n'ose plus montrer le monstre. Donc, on préfère l'occulter et
Viollet-le-Duc et Lassus, quand ils arrivent, ils se disent bon, on va essayer de refaire ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Alors, c'est plus ou moins bien fait. Donc, c'est moins. C'est une sorte de lecture par le 19e de la représentation que une partie du 19e se fait du monde médiéval. Ouais. Donc c'est une sorte, c'est à double détente. C'est à double détente et c'est passionnant. C'est kitsch, oui. Non mais c'est totalement passionnant. Mais oui, parce qu'on n'est pas loin de l'héroïque fantasy quelquefois. La restauration se fait sur 20 ans et en plus sur vraiment une période trouble. Ça se commence en 1845, on est encore sous la monarchie de Juillet. Et puis, les travaux s'arrêtent en 1850, on est sous la Seconde République, et puis finalement, ça s'achève sous le Second Empire. Alors, au début, on a évidemment l'explosion du grotesque avec des chimères très particulières qui sont bien plus dues à Lassus qu'à Viollet-le-Duc, puisque on est en plein dans la liberté de la presse. Et alors, ces chimères sont dessinées, on est en 1848-49, et on se lâche, etc. Sauf que quand elles sont installées en 55-56, la liberté de la presse vient d'être supprimée. Donc, on est dans un anachronisme complet. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le moment où on a pensé ces chimères et le moment où on les installe. Et puis après, tout le monde voudra y voir ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a des types de chimères. Et il y a une surinterprétation, y compris de l'auteur. C'est-à-dire qu'on a une très bonne... Parce qu'il faut savoir que c'est une traduction d'un ouvrage américain. L'auteur est mort en 2002 à l'âge de 44 ans. Et ça a été publié en 2009 simplement, après la mort de l'auteur, et ça vient d'être traduit par l'éditeur Alma Éditeur. Et il y a une très bonne préface de Roland Recht qui remet en perspective, qui est professeur au Collège de France, où il dit justement que l'auteur lui-même surinterprète et est influencé lui-même par la personnalité de Viollet-le-Duc, qui était antisémite, et il veut voir effectivement dans certaines chimères le juif errant, qui n'est absolument pas, d'après les codes iconographiques, en tout cas d'après ce qu'en dit le préfacier, l'archétype de tel qu'on le représentait. D'où le sous-titre de Quasimodo à Dracula, c'est-à-dire vraiment une sorte de traversée des mythes qui n'ont évidemment rien à voir avec la religion. Oui, c'est-à-dire que tout au cours du 19e siècle, et bien évidemment, avec Charcot qui découvre l'hystérie, on va regarder tel... Le Striche, qui est archi connu, on le voit tirer la langue, ça représente l'hystérique. Et puis, il y a des personnages qui ont des seins, mais qui ne sont pas totalement féminins, où on a des personnages mi-hommes, mi-femmes. Et du coup, c'est toute la stigmatisation, l'identification de l'homosexualité à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que même si ce n'est pas, ça ne relève pas du pénal à la fin du 19e siècle, eh ben, de plus en plus, on stigmatise l'homosexualité et du coup, on va chercher... Alors, les gargouilles, quand on parle des gargouilles, Michael Camus a essentiellement travaillé sur 54 chimères qui sont sur la façade occidentale, c'est-à-dire la façade principale. Et il revient sur... Il les décrit très très bien, il y a un catalogue. Et on voit toute cette évolution au cours du 19e siècle avec ses photographies. Et il précise très bien qu'on ne voit pas en 1850 ce qu'on pouvait voir en 1250. C'est-à-dire qu'un homme-lion en 1250 ne représente plus, n'a pas la même signification qu'un homme-lion en 1850. Voilà un complément utile au livre des cathédrales d'Europe à Citadel Masno, Les gargouilles de Notre-Dame de Quasimodo à Dracula. C'est un livre à la fois d'architecture et de représentation finalement, de relecture des architectes de notre passé. C'est tout à fait passionnant. Et puis ce livre de Jean-Christian Petit-Fils, que je remercie d'avoir été là, pour nous parler de son Jésus chez Fayard. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro d'Historiquement Chaud. À bientôt pour de nouvelles aventures.